Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Bienvenue dans votre émission Opinion. Cette semaine, nous recevons sur ce plateau le professeur Abdoulaye Niane. Il est le leader du parti Teranga Sénégal. Bienvenue à vous, professeur. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir dans votre plateau. Oui. Alors, docteur Abdoulaye Niane, vous êtes enseignant, chercheur, ancien inspecteur des impôts et domaines, professeur à l'université Alioune Diop de Bambey, tête de liste de la coalition Benen Bat Bou Bess lors des élections législatives de 2017. Et puis, depuis le début de l'année 2018, vous êtes le leader du parti Teranga Sénégal. Est-ce suffisant pour vous introduire? Oui, bien sûr. Je pense que vous avez retracé un peu les principales étapes de ma carrière et de ma vie actuelle. Oui. En votre qualité d'enseignant-chercheur, nous allons commencer par ce statut à l'université Alioune Diop de Bambey. Le milieu estudiantin vous est familier, je pense. Que faire pour dissiper les nuages qui planent sur nos universités? Oui, c'est une question extrêmement importante, cruciale pour l'avenir du Sénégal. Oui. Je pense que le malaise est perceptible. Il est vécu, il est là, permanent. Aujourd'hui, le point culminant a été atteint avec la mort de Fallou Sène à l'université Gaston Berger, qui est aussi mon université d'origine. Donc je vis très mal cette crise, doublement, parce que je suis un acteur enseignant, mais aussi parce que c'est mon université d'origine. Alors, que faire? Je pense qu'il y a des réformes qui sont en cours. Certaines sont bonnes, mais sur le plan technique, certaines sont bonnes. Mais ce qu'il faut dire dans le fond, c'est que le management de ces réformes est extrêmement mauvais. C'est-à-dire c'est un management imposé. Ce n'est pas des réformes mûries avec le système, avec la communauté universitaire, avec les acteurs, les enseignants, le SAES, les autres syndicats, mais aussi les étudiants. Et quand, dans des conditions de mise en œuvre de politiques publiques, il y a des réformes imposées, malheureusement, il y a un retour de bâton. Oui. C'est-à-dire qu'on peut avancer quelques mois, mais lorsque la crise éclate, il y a des excès. C'est ce qui s'est passé dernièrement. Donc aujourd'hui, on doit prendre l'enseignement supérieur au sérieux, savoir que c'est une politique publique vitale pour l'avenir de la nation, discuter avec les acteurs du système, mais surtout les écouter. Aujourd'hui, on a l'impression quand même que ceux qui dirigent le pays mettent tout le monde au pas. Et ça, ce n'est pas une bonne démarche de gouvernance. Oui. Pour solutionner cette crise, est-ce qu'il ne faudrait pas éjecter le ministre de l'Enseignement supérieur? Je veux dire, pas plus qu'un oiseau ne fait le printemps, un ministre qui saute ne règle pas la question fondamentalement. Il y a des responsabilités à situer. Effectivement, le ministre de l'Enseignement supérieur est un acteur majeur qui a pris des décisions sérieuses et malheureusement qui ont leur contre-coup. Donc il est responsable lui aussi de cette crise. Le ministre de l'économie et des finances, parce que c'est un problème de bourse, est aussi responsable de cette crise parce qu'il fallait effectivement mettre à la disposition des étudiants les conditions de vivre, c'est-à-dire leur bourse, de façon vraiment idoine. Il ne faut pas les laisser traîner 10 jours, 15 jours. Ça c'est grave, c'est dangereux. Au moment où peut-être eux-mêmes leurs enfants sont dans les grandes universités du Nord, il ne faut pas laisser les enfants des dignes fils sénégalais croupir justement dans nos universités. Ça, c'est pas bon. Donc, je pense qu'il y a des responsabilités à situer, mais le problème est plus profond que la démission ou le fait d'éjecter un ministre. Oui, en parlant des responsabilités à situer, il faudra donc remonter jusqu'à la mort de l'étudiant Bassirou Faye. Mais à cette époque, il y avait comme ministre Mary Teuw Niane à la tête de l'enseignement supérieur. Bassirou Faye qui est mort il y a 4 ans, à la veille du Ramadan. Ça se répète, c'est un triste anniversaire. Le même ministre aux commandes, effectivement, une lourde responsabilité qui interroge sur sa façon de gouverner. Je pense que, bon, je veux dire, il est Niane comme moi, j'ai beaucoup de sympathie pour lui, mais je pense que l'homme doit se questionner, doit se remettre en cause, mais c'est quand même un peu, je veux dire, ça démontre un peu le système aujourd'hui politique où nous sommes, où il y a beaucoup de forcing. Et fondamentalement, tout à l'heure, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut questionner, il faut poser des responsabilités jusqu'au niveau le plus élevé. Aujourd'hui, le président de la République est interpellé dans la crise universitaire. C'est une crise politique au sens noble du terme. C'est-à-dire que les acteurs en place, qui ont la responsabilité de mettre en place un système qui marche, ne peuvent pas le faire. C'est un échec
dans l'enseignement supérieur. Et nous, dans l'opposition, nous pensons que c'est annonciateur quand même d'une remise en cause du système globalement. D'accord. Pour désengorger l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, d'autres universités comme Bambey, Ziguinchor et prochainement Kaolack ont été érigées. Cela suffit-il pour endiguer le mal? C'est de bonnes choses. Je trouve qu'il faut multiplier les infrastructures. L'accueil est un aspect très important parce que ça permet de bien gérer. Le président Abdoulaye Wade avait commencé en ouvrant des universités, Bambey, Ziguinchor et Thiès. Aujourd'hui, on voit que ces universités-là ne marchent pas bien parce que c'est vrai qu'il faut ouvrir, avoir de nouvelles infrastructures, mais il faut faire marcher les universités qui existent. Moi, je suis à l'université Alioune Diop de Bambey. Déjà en y allant, les gens me disaient mais qu'est-ce que tu fous à Bambey? Tu quittes Dakar, une carrière prometteuse dans l'administration fiscale, et tu vas à Bambey. C'est comme si Bambey c'était le bout du Sénégal. Moi, je trouve qu'il faut qu'on se respecte d'abord. Tous les points du Sénégal doivent bénéficier du même respect, de l'égale dignité. Et une université comme Bambey doit avoir les mêmes bénéfices que l'université Cheikh Anta Diop ou l'université Gaston Berger. Malheureusement, aujourd'hui, vous allez à Bambey, les infrastructures manquent. Presque 80%, en tout cas 70% ou plus des étudiants ne logent pas dans le campus. Ils sont en train, effectivement, c'est ça le gros problème. Bambey a un gros problème d'infrastructure. Ils sont en train de chercher. Il y a un problème d'espace pour les étudiants? L'espace est là, mais il n'y a pas de construction, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de logement. Ils sont en train de se coltiner à Bambey pour avoir des chambres. Ils sont à plusieurs. Bon, Bambey, les gens n'ont pas une culture pour construire malheureusement des logements à usage de location, ce qui fait que c'est un réel problème d'hébergement qui se pose à Bambey. Et ça crée justement des conditions néfastes pour le travail des étudiants. Oui. Professeur Niane, le chef de l'État, en recevant la coordination des étudiants, a proposé l'augmentation de la bourse et la réduction des tickets de restauration. Comment appréciez-vous de telles mesures? Je pense que c'est de la poudre aux yeux. Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir des difficultés avec le niveau actuel des bourses et du jour au lendemain, vous augmentez les bourses. Et si on peut comprendre la crise qui s'est passée, les éléments que nous percevons, c'est qu'il y a eu une gêne financière de l'État pour payer à temps. Comment alors l'État peut-il se permettre une course en avant en disant qu'on augmente les bourses? On ne règle pas des problèmes comme ça en donnant de l'argent aux gens. Je pense que les étudiants l'ont dit à l'université Gaston Berger. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas venus demander de l'argent, qu'ils sont venus poser sur la table des autorités des préoccupations hautement plus stratégiques, plus importantes pour l'avenir de l'université. On ne peut pas régler la crise universitaire en augmentant simplement les bourses. Oui. C'est une crise beaucoup plus sérieuse qu'il faut prendre au sérieux et régler pour le long terme. Qu'est-ce qu'il fallait proposer? À mon avis, bon, peut-être que là, dans le vif, je n'aurai pas la prétention de donner toutes les solutions, mais ce que je pense, pour être un acteur, après avoir été un étudiant, oui, je pense qu'il faut que l'étudiant sénégalais soit logé correctement. C'est simple. C'est-à-dire qu'il faut augmenter l'accueil. Parce que vous allez aujourd'hui à l'université Gaston Berger, qui était une université d'excellence, qui est aujourd'hui une université de masse, où les gens, ma foi, sont dans des chambres avec des dizaines d'étudiants. En tout cas, une dizaine au moins d'étudiants dans des chambres exiguës. Donc, il faut augmenter l'accueil pour que les gens soient à l'aise. Ouais. Les restaurants universitaires aussi doivent être augmentés. Bon, parce que ça va avec ça. Il faut que les gens soient à l'aise. Maintenant, il faut aussi travailler sur le pédagogique. Ça, c'est extrêmement important. Oui. Parce que derrière le malaise des étudiants... C'est là la question de fond même. C'est la question de fond. Il y a les aspects matériels. Mais aussi, il y a des doutes sur leur avenir, sur aussi les filières qu'on leur fait emprunter. Aujourd'hui, le système LMD qui est en cours, vous avez des étudiants qui sont en première année, d'autres qui sont entre la première et la deuxième année, d'autres à qui il reste quelques UV, qui ne savent même plus à quelle année ils sont. Il y a de terribles cacophonies dans les universités sénégalaises aujourd'hui. Et tant qu'on ne règle pas ça, il y aura toujours des problèmes. Maintenant, juste sur les filières. Oui. Sur les filières, je pense qu'aujourd'hui, par un mimétisme historique, on a recopié tout ce qui se passe à la France, avec les mêmes filières, le même type d'enseignement, la même pédagogie. Et le monde a évolué. C'est ça que l'on appelle ces réformes universitaires qu'on avait eu à proposer. Toutes ces réformes, même si vous allez en France, c'est presque la même chose.
on emprunte juste le même train qui siffle ailleurs. Il faut arrêter. Il faut aujourd'hui se demander quel type de Sénégalais l'on veut, quel type de cadre on veut, quelles sont nos priorités de développement. Essayer de voir dans une démarche autonome comment former les gens pour assumer ces responsabilités de développement. Je veux dire, j'ai fait le système anglo-saxon comme étudiant. Là-bas, on a une démarche très active, très proactive en tant qu'enseignant. Je veux dire, on vous forme dans ces universités. Normalement, après, vous n'avez pas besoin d'ouvrir encore les livres pour lire, parce qu'on vous a donné une pratique en sortant de l'université. Aujourd'hui, ici, on est toujours dans un système basé sur les livres, basé sur les récitations, etc. et un curricula qui n'est pas bâti sur des priorités de développement. Ça, j'ose l'assumer parce que je suis un acteur de l'université. Oui. On doit refonder nos universités. Je ne parle pas de rencontres où on dit qu'on va faire les STEM, on va se poser sur, on va plus encourager l'apprentissage de la science, etc. Ce qui est bien, ce qui est dans l'ère du temps. Mais oui. Comment le faire? Oui. Là où on pêche dans nos pays, c'est comment on met en place nos objectifs. Comment lier le bois au bois. Comment assumer un management de qualité dans nos universités. Oui, ce qui nous amène à la question à savoir, est-ce que tout bachelier est universitaire? Bon, il y a des choix à faire. Oui. Il y a des bacheliers qui certainement doivent embrasser des filières plus pratiques, des filières où après 2 ans ou même quelques mois, ils seront sur le terrain et après l'apprentissage va se faire, ce qui n'hypothèque en rien leur possibilité de continuer à avoir des diplômes. Mais il y a des gens qui ne sont pas destinés à des carrières, à des formations longues. Oui. Ça, c'est extrêmement important. Il faut qu'on se dise qu'on n'a pas le droit, entre guillemets, d'entrer automatiquement et forcément à l'université. Donc, ça ne doit pas être seulement le bac qui devra mener à l'université. Le bac doit donner une possibilité d'accéder à l'université, mais l'État doit offrir des possibilités pour que les étudiants qui ont le bac puissent faire autre chose et que leur avenir ne soit pas hypothéqué. Si on leur crée une offre claire, perceptible, qui est juste à côté, je pense que les parents et les étudiants vont prendre la balle au rebond. Mais que ce ne soit pas une facilité. Par exemple, aujourd'hui, il y a l'université virtuelle du Sénégal. Moi, je suis un enseignant. Mais je n'aimerais pas que mon fils soit orienté à l'université virtuelle. Ah oui? J'ai à côté de moi des jeunes qui sont orientés, mais il y en a qui pleurent, il y en a qui passent leur temps à dire. Et on est obligé parfois de s'organiser pour les mettre dans une école privée, faire une formation d'infirmier, de sage-femme, d'informatique ou autre. C'est quoi le problème là-bas? Le problème, c'est parce que, écoutez, aujourd'hui, on n'a pas l'infrastructure technique pour soutenir tous ces étudiants. Sur le plan pédagogique aussi, l'étudiant a besoin d'être accompagné. Dans nos familles, la texture sociale fait qu'il est difficile de rester en famille et d'apprendre dans le long terme en restant dans la famille. Parce que parfois les moyens n'y sont pas. On est dans une chambre avec peut-être 5 frères ou avec 4 sœurs. La maman vous envoie, etc. Il y a les copains qui arrivent. Donc l'université constitue un espace approprié, surtout dans notre contexte socio-culturel où l'étudiant est face à la science. Il apprend. Et ça, on ne peut pas, parce qu'il y a le développement du virtuel dans d'autres pays où ces systèmes de formation sont mis en place, on ne peut pas dupliquer en faisant fi de notre contexte social. Et puis après, il y a aussi toute la logistique qui va avec ces universités-là, l'enseignement, tout ça qui va avec. Et je pense que les prérequis ne sont pas là. Et donc c'est sacrifier toute une génération de jeunes qui ont le même droit que les autres à avoir accès à un enseignement de qualité que de les pousser vers un enseignement qui, à mon avis, est au rabais. Oui, professeur Abdoulaye Niane, le 12 juin a été retenu comme date pour ouvrir les débats sur la gestion de nos ressources gazières et pétrolières. Sera-t-il possible, à l'issue de ces échanges, d'avoir un consensus, ceci d'autant plus que l'opposition dite significative a boudé cette concertation nationale? Bon, vous savez, moi, je ne suis pas pour les grands-messes où on demande aux gens de venir, d'échanger, etc. Je suis pour un débat sérieux, de fond, où les gens sont sincères.
je suis surtout pour une démarche didactique de qualité. Que les gens, dans la gestion des ressources naturelles, montrent qu'ils sont de bonne foi, que tout est clair. Si tel est le cas, tout le monde va venir discuter avec eux. Mais si déjà dans la gestion, pendant plusieurs mois, plusieurs années, on voit que c'est une gestion cavalière, il est difficile de donner foi à ces rencontres et d'y participer. Sinon, ce serait un faire-valoir. Et je comprends l'opposition qui refuse. Moi-même, je ne suis pas intéressé par cette démarche. Parce que ce que je veux préciser sur ce point, on a beaucoup discuté de fiscalité pétrolière, etc. ces derniers mois. Il faut aller au Niger. Il y a quelques années, ils ont découvert le pétrole et il y a un arsenal juridique et fiscal qui a été mis en place pour une correcte fiscalité du pétrole. Toutes les questions qu'on rencontre aujourd'hui au Sénégal, faut-il taxer la plus-value sur les cessions d'actions par exemple? Mais le Niger l'a réglé. Pourquoi? Lorsque on a vu qu'on allait vers ça, pourquoi dans une démarche prospective, on n'est pas allé prendre toute la législation dans la sous-région? C'est le moins qu'on puisse dire. Mais on n'a même pas réfléchi. On a un code pétrolier, minier même, et pétrolier au Sénégal. Qui n'est pas adapté. Je veux dire, ces codes n'étaient pas adaptés à un pays qui a du pétrole. Je veux dire, c'est des dispositifs qu'on met en place pour un peu appâter les investisseurs. En leur disant, vous ne paierez rien, il y a tout. Mais c'est juste pour que les gens viennent investir dans la recherche. Mais un pays producteur, un pays qui découvre du pétrole dans son giron, doit rapidement réagir pour trouver quand même des pistes de fiscalité dans cela. Et il y a des exemples dans la sous-région, on n'est pas allé prendre ça, et à mon avis, là aussi, peut-être que ces concertations pourront servir à cela. Oh, bon, écoutez, moi je suis dans la démarche de l'action gouvernementale réfléchie, dans la démarche d'une politique fiscale dans un secteur déterminé, quel que soit le type de secteur. Il faut de l'intelligence politique, il faut de l'intelligence juridique, il faut une démarche proactive pour que les secteurs soient correctement gérés. En l'occurrence, que la fiscalité soit au rendez-vous lorsqu'on découvre du pétrole au Sénégal, parce que c'est notre patrimoine. Oui. En 2013, le Code général des impôts a été révisité. À votre avis, est-ce que les changements opérés profitent à notre économie? Bon, je ne peux pas aujourd'hui, parce que je suis de l'autre côté, critiquer une œuvre à laquelle j'ai participé en tant que fonctionnaire. J'ai été parmi ceux qui ont relu le travail qui a été fait. Avant de soumettre ça à l'Assemblée nationale, j'ai été dans le staff rapproché de la Direction générale des impôts qui a donc travaillé sur ce texte. Et en l'occurrence, je puis affirmer qu'il y a eu une démarche de bonne foi de l'administration, des entreprises et des syndicats pour avoir un cadre fiscal adapté à l'entrepreneur, adapté à l'investissement, mais aussi adapté à la société. Parce que c'est les trois objectifs de l'impôt. C'est les ressources pour l'État, c'est un stimulant pour l'économie, mais c'est aussi une redistribution, donc le volet social. Mais je puis dire aujourd'hui qu'après 5 ans ou 6 ans, 2012 jusqu'à maintenant, il y a lieu de se rendre à l'évidence. Aujourd'hui, on doit passer à une autre génération de réformes fiscales. La fiscalité, telle que conçue en 2012, était une avancée par rapport à notre ancien texte, mais aujourd'hui, on est à côté de la plaque. C'est devenu obsolète? C'est devenu totalement obsolète. On doit passer à une autre génération de réformes fiscales et je pense que les acteurs qui sont conscients sentent que le Sénégal est devancé par certains pays qui peuvent se comparer à nous. Je prends l'exemple de l'île Maurice aujourd'hui. Beaucoup d'entreprises qui veulent s'installer au Sénégal, malheureusement ne le font pas à cause de la fiscalité et vont s'installer à Maurice. Ceux qui m'écoutent, qui sont dans l'investissement, le savent bien. Maurice offre un cadre fiscal beaucoup plus équilibré, un management aussi des dossiers fiscaux beaucoup plus simple, une administration fiscale beaucoup plus proactive. C'est vers ces réformes qu'il faut aller rapidement. C'est pourquoi je dis qu'il faut travailler et non pas passer le temps à parler ou à faire des activités. Quel impact ce code obsolète a sur notre économie? L'impact est là. Je veux dire, si un investisseur, au lieu de venir s'installer au Sénégal, prendre des employés, donc payer des salaires, payer des impôts, choisit d'aller à l'île Maurice, c'est un manque à gagner terrible pour le Sénégal. Pire, entre l'île Maurice et le Sénégal, il y a une convention fiscale que les spécialistes ne cessent de dénoncer depuis
quelques années, parce que la convention a été signée sous le régime du président Abdoulaye Wade, et ma foi, cette convention privilégie très gravement l'île Maurice au détriment du Sénégal. Et donc aujourd'hui, l'investisseur qui veut faire des affaires au Sénégal, il choisit d'aller en île Maurice et d'attaquer le marché sénégalais. Les impôts resteront en île Maurice, le Sénégal ne trouvera rien. Et ça, c'est dans la convention. Je pense qu'il faut remettre en cause ces textes qui sapent notre assiette fiscale. Oui, même si on parle d'un taux de croissance de 7%, il y a une perte de recettes fiscales. À quoi est due cette chute des recettes? Bon, d'abord, sur le taux de croissance de 7%, je pense qu'il faut être extrêmement précautionneux, parce qu'on sait qu'en 2005, vers 2005, il y a eu des débats entre l'Agence nationale chargée de la statistique et le ministère de l'économie et des finances sur les taux de croissance. Le ministère avait rehaussé, l'agence avait tiré un peu vers le bas. Après, on n'en a plus parlé. Je pense qu'il y a eu quand même un coup de sifflet de certaines autorités pour que les chiffres concordent. Mais je dois dire que dans un pays, le fait de créer une agence chargée des statistiques est un gage de sécurité pour les investisseurs et pour les pouvoirs publics et pour les citoyens. C'est un baromètre. C'est un baromètre. Ouais. Les statistiques doivent être objectives, doivent dire la réalité du pays. Mais on ne doit pas politiser les statistiques. Aujourd'hui, ce qui a été très grave, que beaucoup n'ont pas noté, c'est que celui qui dirigeait l'Agence nationale des statistiques est passé directeur général du port. C'est comme qui dirait, si vous êtes dans ce gâteau, mangez correctement parce que vous aurez quelque chose qui vous attend demain. On va vous promouvoir, vous allez avoir un budget de plusieurs milliards. Ce n'est pas bon. Tous les pays du monde qui ont mis en place des agences de statistiques l'ont fait dans une démarche de sécurité avec une indépendance totale. Il ne faut pas politiser cette agence. Donc le taux de 7%, moi, je le questionne. Oui. Maintenant, sur le comportement des recettes fiscales, je pense que c'est la grisaille. Je veux dire, aujourd'hui, un taux de 7% éventuellement, même si on le leur concède, oui, porté par des investisseurs étrangers qui, pour la plupart, bénéficient d'exonération fiscale et qui ne contribuent pas aux recettes fiscales. Ça, c'est d'abord une remarque de fond qu'il faut avoir. Oui. Maintenant, le second aspect, c'est aussi peut-être, comme je dis, une démarche de travail au quotidien, rationnelle, que l'administration fiscale doit aussi faire. Et ces dernières années, oui, on a vu quand même que malgré les efforts de mes anciens collègues, je les salue au passage, je sais que c'est des gens qui travaillent, qui y croient, mais l'immixtion de la politique dans l'administration et dans l'élite de l'administration fiscale fait qu'il y a eu beaucoup de démotivation et le travail n'est pas toujours correctement bien fait. Oui, en parlant de cette démotivation, au moment où les autorités veulent l'émergence, il y a une démotivation, notamment au niveau des agents du ministère de l'économie et des finances. On me parle même de, dans la douane sénégalaise, il y a une démotivation. Bon, je veux dire, c'est dans l'ambiance du pays. Je veux dire, dans le pays, on a besoin que la plus haute autorité se comporte en bon père de famille, avec tout ce que cela demande en générosité, en responsabilité, oui, pas d'énervement, que les gens ne soient pas emprisonnés à tour de bras et que surtout l'accès au poste de commande se fasse dans des conditions objectives. Moi, je fais partie de ceux qui avaient proposé à l'époque, oui, que dans notre haute administration, qu'on fasse des appels à candidature pour la nomination des dirigeants, le directeur général, les directeurs et même certains chefs de service. Que l'autorité politique ait peut-être une possibilité entre trois noms de choisir parmi les meilleurs. Mais ça a été balayé d'un revers de main. Ça signifie que les gens ne veulent pas que notre administration soit dirigée par les meilleurs, mais surtout par ceux qui répondent à leurs desiderata. Et tant qu'on fait ça, on aura une administration en retrait. Moi, ça fait partie des choses que je n'ai pas du tout apprécié et qui font que j'ai quitté l'administration. Ce qui m'amène à vous poser la question, à savoir pourquoi vous avez démissionné au niveau de l'inspection des impôts et domaines. Non, c'est clair. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai toujours aimé l'enseignement. C'est vrai qu'il y a quand même un aspect objectif, oui, qui est l'amour d'un métier. J'ai toujours aimé enseigner, j'ai toujours enseigné. À un certain moment, oui, je me suis dit qu'un doctorat n'est pas fait peut-être pour rester purement dans l'administration. C'est fait pour la recherche et pour l'enseignement. Et j'ai choisi tout bonnement de le faire. Mais il y a aussi une question de fond derrière cet amour de l'enseignement. La question de fond, c'est que j'ai jugé
que la marche de notre administration actuelle, malgré les efforts que nous avons faits, que moi-même j'ai fait pour avoir dirigé la plupart des réformes de 2007 à 2004, donc la plupart des grandes réformes de l'administration fiscale, c'est quand même avec ma participation. Et 2014 2007, avant même 2014, 2007 à 2014, pendant 7 ans. Oui. Pendant 7 ans, je suis sorti en 2014. Oui. Pendant 7 ans, on a été de l'équipe qui a impulsé les réformes. On a fait un plan de développement stratégique, un contrat de performance, et j'ai moi-même dirigé les équipes qui l'ont fait. Donc je connais un peu du fond comment marche l'administration fiscale. Mais ce qu'on a proposé, après un diagnostic sans complaisance, après un benchmarking dans beaucoup de pays du monde, ce qu'on a proposé et ce qui est en train d'être réalisé, c'est deux choses différentes. Et moi, par acquis de conscience, je ne pouvais pas être témoin vraiment d'œuvres de cette nature, parce que je savais ce qu'on pouvait apporter à la nation si on se comportait dans de bonnes conditions par rapport à ce qu'on sait et ce qu'on peut faire. Où se situent les responsabilités? Ben, Plus haut niveau ou bien en haut niveau? Non, c'est clair que... Non. Les agents, c'est des gens qui doivent être mis dans des conditions pour travailler. L'administration, elle est loyale. C'est une administration républicaine. C'est des gens bien formés. C'est une responsabilité politique. Et je pense, le ministre de l'économie et des finances, qui est un inspecteur des impôts et domaines, a une grande part de cette responsabilité. Parce que lui, il sait ce qu'on avait décidé. Il sait tous les documents de réformes qui sont en place. Donc il aurait pu mettre en œuvre ces réformes au lieu d'entraîner le Sénégal dans une politique d'endettement tous azimuts et dans des œuvres beaucoup plus spéculatives que réellement encourageantes pour l'avenir du pays. Pourtant, cet argument de l'opposition a toujours été réfuté au niveau des autorités étatiques en parlant de cette politique d'endettement. Bon, vous savez, pour moi, gérer le développement, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, être humble et apprendre à lier le bois au bois, comme disait l'autre. C'est-à-dire, dans tous les secteurs qui intéressent le développement, mettre en place des politiques encourageantes. Dans l'administration fiscale, je pense que la première des choses à faire, c'est un accès objectif au poste de responsabilité. C'est un appel à candidature. Aujourd'hui, dans les pays qui avancent, qui ont des administrations fiscales qui avancent, c'est même des agences. Donc c'est des administrations autonomes, où même le directeur général, il est choisi après un appel à candidature, parfois international. Je parlais tout à l'heure de l'île Maurice. Le directeur général, le commissaire général des impôts de l'île Maurice, celui qui dirige les impôts en île Maurice, il n'est pas mauricien. Il vient d'un autre pays, Bangladesh ou Pakistan. Et il vient, il dirige. Ça signifie qu'il n'a pas de cousin, de frère ou de sœur. Il est objectif. Tous les gens sont égaux devant, tous les citoyens sont égaux devant l'impôt. C'est ce qu'il faut établir. Et à partir de ce moment, les directeurs qui viennent aussi après lui, c'est des gens qui seront triés sur le volet. C'est les meilleurs d'entre ceux qui peuvent être choisis qui seront là. Oui, derrière votre démission, on peut voir une frustration. Non, du tout. Au contraire. Je pense que ceux qui me connaissent savent que j'ai d'excellentes relations au moment où je coûtais les impôts et domaines, et peut-être jusqu'à présent, hein, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, avec l'actuel ministre de l'économie et des finances, qui me considère comme un frère, que je considère comme un grand frère. On avait les meilleures relations du monde. Et nos bureaux étaient attenants. Et on discutait de tout. Mais c'est une démarche, à mon avis, politique, que de dire je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites et de faire autre chose. Je n'ai pas eu besoin, en le faisant, de communiquer ou de dire que je démissionnais. Parce que j'avais choisi de faire autre chose, l'enseignement, qui m'offrait les mêmes perspectives. Mais aucune tristesse, aucune déception. Ceux qui me connaissent savent que j'étais à des niveaux de responsabilité qui allaient évoluer rapidement. Non, c'est pas ça. Comme vous avez eu à diriger beaucoup de réformes dans le domaine de la fiscalité, où étiez-vous quand on partait acheter, je peux dire, le plan Sénégal émergent que l'État est en train de mettre en œuvre? Non. Je veux dire, nous, on était à la Direction générale des impôts et domaines lorsque le plan Sénégal émergent, au départ, se concoctait. Plus tard, lorsque l'actuel ministre est venu, moi, en 2014, c'est au moment où j'allais quitter. Ce n'était pas encore fini. Les gens étaient en train de terminer toute la perspective du Sénégal, du plan Sénégal émergent. Bon, maintenant, il y a un aspect fiscal qui est déjà dans le Code général des impôts de 2012.
parce que l'État avait sérié les secteurs prioritaires. Et pour un accompagnement fiscal, le dispositif de 2012 en a pris compte. Donc il y a quand même un accompagnement des secteurs prioritaires du plan Sénégal émergent. Maintenant, si vous voulez, sur le plan, moi je dis, tous les plans se valent à la limite, c'est de la théorie. Oui. Ce qui m'importe. Mais on a laissé ici des cadres du ministère des Finances pour aller chercher d'autres qui ont vendu à l'État du Sénégal. Oui, dans cette perspective, vous avez parfaitement raison. Moi, j'ai posé le débat à un niveau très élevé à l'époque. Et les gens m'ont répondu, en fait, c'est pour le cosmétique, pour le marketing. Parce que si des cabinets internationaux apposent leur signature sur un document de cette sorte, le document est bancable. C'est ça qu'on m'a répondu. Et bon, je ne vais pas, parce que j'étais encore dans l'administration, donc je ne veux pas qu'on me dise, vous n'avez pas été loyal à l'administration, mais ceux qui m'ont répondu ça sont aujourd'hui des gens qui tiennent l'économie du pays. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on doit apprendre à nous respecter. On doit apprendre à compter sur notre expertise. Parce que, pour la plupart d'ailleurs, les dispositions qui sont dans ce texte existaient déjà dans les anciens documents au Sénégal. Les cadres du pays pouvaient faire un document. Maintenant, après, la bancabilité ou non, ça c'est une autre approche qu'il fallait faire. Mais dire que pour développer le pays, il faut prendre des gens qui n'habitent pas ici, qui sont à l'étranger, surtout dans les pays du Nord, pour nous dire ce qu'on va faire, c'est déjà démotiver les Sénégalais, c'est déjà leur montrer que vous ne pouvez pas réfléchir. Celui qui ne sait pas réfléchir, baliser son chemin, comment peut-il acter, comment peut-il résoudre les problèmes qui se posent? C'est pas possible. Oui. Après vous, il y a le cas de Ousmane Sonko, un ancien inspecteur des impôts et domaines qui a été radié de la fonction publique pour cause, on lui reproche d'avoir violé l'obligation de réserve. Avez-vous suivi son cas? Est-ce qu'il a violé l'obligation de réserve en parlant de l'impôt que devaient payer nos députés? Bon, sur cette question, je pense que c'est un homme politique. Il s'est engagé tout en restant dans l'administration, rien ne l'interdit. Et en étant un homme politique, il pouvait effectivement dénoncer la politique fiscale du pays. Je pense dans un état de droit, il faut quand même qu'on permette aux uns et aux autres d'exprimer leurs opinions. Ousmane Sonko a exprimé son opinion, mais du haut de sa stature, un homme averti. C'est là où les gens ont dit qu'il a violé les secrets un peu de sa fonction, etc., qu'il n'a pas été loyal par rapport à l'administration. Mais si loyauté signifie se taire devant des prévarications, devant des dysfonctionnements graves, je pense que tous les fonctionnaires ont le droit d'être déloyaux. Et dans cela, moi j'ai apprécié sa démarche, je l'ai encouragé, c'est un ami personnel, un promotionnaire. J'ai aussi dit, sans sourciller, partout où on me l'a demandé, qu'il a raison sur le dossier de l'Assemblée nationale. Il a raison de dire que les députés ne paient pas leurs impôts. Et moi, je ne sais pas en quoi ça devrait pousser à le radier, à le jeter en pâture, ce qui n'a pas marché d'ailleurs. Les Sénégalais n'ont pas été dupes. Je pense aujourd'hui, il a rebondi après cela et il continue sa marche. Oui. L'ADER, professeur Abdoulaye Niane, direction de l'entrepreneuriat rapide et la nouvelle trouvaille du régime pour booster l'emploi des jeunes après le FNPJ, l'ADEJ et l'ANPEJ, êtes-vous optimiste? Bon, encore une fois, à mon avis, c'est pas une politique réfléchie, c'est une fuite en avant. On ne peut pas dire aujourd'hui, la dernière année du président Macky Sall pour un mandat de 7 ans, qu'il baptise une année sociale, comme si les 6 ans n'ont pas été sociales. Une année politique d'un dirigeant responsable sur le plan politique, c'est une année totale. Elle est économique, elle est financière, elle est sociale, elle est sécuritaire, elle est totale. Les politiques publiques ne peuvent pas être scindées. Donc pour moi, c'est déjà faire fausse route que de dire on crée une institution qu'on dote de plusieurs milliards pour dire que c'est vraiment l'étendard de notre démarche pour cette année. Pour moi, ce n'est pas bon. Deuxièmement, c'est désarticuler quand même les services de l'État que de créer comme ça des institutions à la va-vite. D'autant plus qu'il y avait d'autres agences qui ont la même flexibilité que l'ADER, ou plus. Parce que quand on crée une agence, c'est pour cela. Sinon, on aurait laissé les services des ministères concernés gérer ces fonds. Donc,
Pour moi, il n'y avait pas à faire cela. Maintenant, quand on dit ça va être plus rapide, on va financer à tour de bras les femmes et les jeunes, là aussi, à mon avis, c'est ne pas prendre le temps de respecter les Sénégalais. Il faut que les projets soient matures, il faut que les projets soient étudiés, il faut que les services marchent correctement. C'est ça qui est mieux que de créer des institutions comme ça qui seront de toute façon après remises au placard une fois que les objectifs électoraux seraient atteints. Oui. Et ça, ce n'est pas bien. Oui, parlons politique avec la coalition Benen Bat Bu Bess que vous avez eu à diriger lors des élections législatives de 2017. Cette coalition est arrivée 15e sur les 47 listes en compétition. Quelles leçons avez-vous tirées sur ce résultat? Vous l'avez dit vous-même, vous avez dit 15e sur 47. Moi, je pensais à 17e, mais c'est un peu la même chose. Les statistiques peuvent se voir. Mais l'essentiel pour nous, oui, c'était que on est venu 4 mois avant les élections pour faire la politique. À l'arrivée, on a eu 13 200 voix. J'étais tête de liste. C'était presque un coup de tête. Je veux dire, les choses se sont amoncelées. Je me suis dit qu'il fallait une autre voie, Benen Bat Bu Bess. Avec des amis, on s'est lancé dans la campagne. À l'arrivée, on a eu un score honorable. D'autant plus que moi, je milite à Touba, Mbaké. Je suis originaire de là-bas et on a saboté les élections. J'ai même eu, avec d'autres partis et coalitions, à faire un recours au Conseil constitutionnel. Oui. Parce qu'il y a eu plus de 100 000 électeurs qui n'ont pas voté. Moi, dans mon quartier, moi-même, je n'ai pas voté. Dans mon quartier, qui est Darou Khoudoss, les gens n'ont pas voté. Et partout dans Touba, on peut vous donner des centres de vote qui n'existaient même pas. Donc, même l'histoire du saccage, à mon avis, c'est une fausse histoire. C'était pour avaliser une forfaiture déjà programmée. Parce que... Par qui? Mais par le parti au pouvoir, pardi. Il n'y a pas autre chose. C'est le parti au pouvoir qui a organisé ça. C'est les autorités administratives de la localité, en l'occurrence le sous-préfet, qui a été le champion de cette forfaiture. Et il est toujours là. Ce qui est grave. À mon avis, une ville comme Touba, la deuxième ville populeuse du Sénégal, oui, avec ce que cela représente aussi sur le plan symbolique, si on se permet de lui ôter le devoir de voter, c'est quand même qu'on est dans un pays qui n'a plus de repères, à mon avis. Et ça nous a fait très mal en tant que citoyens de la localité. Les gens sont découragés, démotivés, parce que l'essentiel c'était qu'on leur laisse ce devoir citoyen. On ne l'a pas fait. Donc pour nous, coalition Benen Bat Bu Bess, on a eu à rafler 13 200 voix, être 15e dans les autres départements du Sénégal. Parce que Touba, où j'ai mis peut-être les 9 dixièmes de mon temps et les 9 dixièmes de nos ressources, on nous a enlevé ce devoir de voter. Et donc, on s'est dit que n'eût été cette forfaiture, aujourd'hui peut-être, on aurait eu des députés. Parce que tous les petits partis, entre guillemets, ont eu des fiefs électoraux et ils sont allés glaner un peu partout dans le Sénégal. Et ce qu'ils ont glané, nous, on a eu plus. Parce que 13 000 voix, on l'a eu ailleurs, qu'à Touba. Oui. Ça signifie donc que les Sénégalais nous ont entendus, ils nous ont écoutés et que une autre voie est possible dans ce pays. Oui. C'est cette voie que l'on veut porter et c'est pourquoi on a continué en créant un parti, Teranga Sénégal. Est-ce que ce parti a eu son récépissé? Non, on est dans les procédures administratives, on attend. Oui. Mais on s'est dit au départ que, à la veille des élections, si on veut être un acteur politique, les atermoiements sont nombreux. Il faut discuter avec les uns et les autres qui ont des partis. Le meilleur véhicule, le véhicule idéal, c'était un parti politique. C'est pourquoi on s'est lancé dans la création du parti. En résumé, quel est votre projet de société? Bonne question, mais vaste question. Notre projet de société, c'est un mot très simple. D'abord, un projet assis sur notre histoire et notre culture. Nous revendiquons l'héritage que Cheikh Anta Diop a rappelé, qui est un héritage fécond, qui remonte à l'Égypte antique, qui fait que le noir, le Sénégalais, ne doit pas se sentir complexé par rapport à une autre civilisation. Et à partir de ce moment, tout ce qu'on déroule devant nous, on aura d'autres yeux pour les lire. Je veux dire, on ne va pas donner des marchés comme ça aux Français, à coups de milliards, pour ôter le pain de la bouche des Sénégalais. Parce que si on se sent égaux des Français, on ne va pas leur faciliter la tâche pour venir piller nos ressources. Cela signifie aussi qu'on ne va pas donner à des firmes occidentales 5 milliards pour nous dire où nous devons passer pour nous développer. Parce qu'on serait décomplexé. Cet héritage, il est là, il est important.
L'autre aspect, c'est le panafricanisme. Là aussi, héritage de Cheikh Anta Diop, Mandela, etc. Nous pensons qu'il faut œuvrer pour une unité africaine parce que c'est cela la clé du succès de nos petits États. C'est avec cela qu'on peut créer des ensembles économiques viables. C'est avec cela qu'on peut créer une sécurité commune. C'est avec cela qu'on peut créer une monnaie viable. C'est avec cela qu'on peut se développer. Donc il faut travailler pour l'unité politique, économique, sécuritaire du continent africain. Vous voulez donc qu'on change le franc CFA, comme le demandent certains? Mais bien sûr, bien sûr. C'est une monnaie vassale qui doit être changée. Même sur le plan de la symbolique, pour ne pas aller dans le fond, il faut changer tout ça. Il faut que nous nous réapproprions nos instruments. Il faut que la politique monétaire, qui est l'une des grandes politiques économiques, soit la nôtre. Cela n'interdit pas de tirer de bonnes expériences d'ailleurs. Cela n'interdit pas éventuellement d'avoir des techniciens français ou européens dans le dispositif. Mais il faut que le dispositif nous appartienne. Ça, nous sommes très clairs là-dessus. Autre aspect de la politique que nous voudrions mener, c'est une politique bâtie sur l'expertise. Je veux dire, ici au Sénégal, vous voyez des ministres ou des députés qui pour la première fois accèdent à ces fonctions et c'est leur premier poste politique, c'est leur premier poste dans la vie active. Ils n'ont pas d'expertise. Ça, il faut que le Sénégal rompe avec cette stratégie. Il faut qu'on dise à quelqu'un qui a des prétentions politiques, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Quelle entreprise tu as mis en place? Quand tu étais fonctionnaire, qu'est-ce que tu as fait? Ou bien comment tu as fait pour être fonctionnaire, etc. Que les gens sachent faire quelque chose avant d'accéder au poste de responsabilité. C'est cela qui fera que les gens qui sont promus seront capables de mettre en œuvre des politiques publiques de façon efficace pour le bénéfice des citoyens. Donc l'expertise avant tout. L'appel à candidature pour les postes, des études de dossier. C'était ça, en résumé, votre projet de société. Effectivement. Mais nous allons avancer avec la présidentielle de 2019. Comptez-vous y aller? Bien sûr. Aujourd'hui, on s'est lancé aux législatives. On est prêt pour les présidentielles. Maintenant, entre maintenant et les présidentielles, il faut laisser la porte ouverte à des discussions entre les acteurs pour que les programmes soient des programmes fiables. Moi, je ne suis pas dans la politique politicienne. Je suis dans des perspectives historiques pour le développement du Sénégal, quel que soit le coût qu'on va rencontrer. Donc, moi, je discute programme, je ne discute pas plateforme politique politicienne. Oui. Pour l'applicabilité de la loi sur le parrainage citoyen, le comité ad hoc qui devrait après le Cap-Vert est présentement en Pologne pour voir les modalités et trouver des exemples pour appliquer cette loi. Êtes-vous tenté de dire qu'on a mis la charrue avant les bœufs? Bon, je me pose des questions. Qu'est-ce qu'ils cherchent en Pologne? Bon, ils n'ont qu'à continuer jusqu'en Russie. Il y a de beaux exemples de 80% ou 90% lors des élections. Non, je veux dire, soyons sérieux. Effectivement, il fallait comprendre ce que nous voulons faire, en maîtriser les étapes avant de proposer une loi à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas maintenant qu'on doit faire du benchmarking. Ça signifie qu'on a fait voter à l'Assemblée nationale une loi qui n'est pas maîtrisée. Pourquoi cette précipitation? Pourquoi maintenant aller chercher de bonnes pratiques? Tout ça n'est pas sérieux. Un État... Il y a aussi cette clause de la CEDEAO qui interdit des changements à 6 mois des élections. Tout à fait. Maintenant, il y a eu des élucubrations juridiques. On n'a pas changé ce que la CEDEAO vise. Ce qu'on a changé, c'est des mécanismes électoraux. Tout ça, c'est pas sérieux. Je veux dire, c'est l'esprit qui importe. Il faut des élections sincères. Bon, un professeur de droit que je respecte beaucoup, qui est aujourd'hui dans le système, avait l'habitude de parler de réformes consolidantes et déconsolidantes. Aujourd'hui, on est en train de déconsolider le système politique sénégalais dans son ensemble. En quoi? Mais, par exemple, cette loi sur le parrainage, qui est venue à quelques encablures des élections, remettre en cause tout le dispositif. C'est pas normal. On aurait pu, après les élections, en discuter. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, qui va gérer les élections, qui dit lui-même qu'il mettra tout en œuvre pour que son parti gagne. Il est partisan. Et donc, les acteurs n'ont plus confiance au système qui sera mis en place. Et ils ont lâché prise au niveau de l'opposition en demandant l'éviction de Aly Ngouille Ndiaye à la tête du ministère de l'Intérieur. Le président Sall a dit niet. Bon, mais justement, ce n'est pas cette forme-là que l'on voudrait pour notre démocratie. La démocratie, c'est le consensus. Aujourd'hui, le Sénégal avait entamé une œuvre
de pacification des élections. On a eu des généraux qui ont dirigé le ministère de l'Intérieur. On a eu effectivement des gens, des personnalités à ce ministère, ce qui a permis une alternance. Aujourd'hui, on aurait dû être dans ce cadre-là. Mais l'actuel attelage ne donne pas les gages justement d'élections apaisées. Autre chose, sur les cartes d'identité, les Sénégalais doivent être mis quand même dans des conditions idoines pour retirer leur carte et aller voter. On a vécu de terribles événements lors des dernières législatives qui ont été, en tout cas de ma mémoire de Sénégalais, les pires qui ont été organisés. Et je sais que les élections présidentielles, si on y prend garde, il y aura encore des phénomènes comme ça. Des Sénégalais qui ne pourront pas voter, des gens qui sont transférés dans d'autres villes ou dans d'autres secteurs, des bureaux de vote qui ne sont pas ouverts. C'est dommage, mais on ne voudrait pas ça pour notre pays. Je vous remercie, professeur Abdoulaye Niane. Je rappelle que vous êtes le leader du parti Teranga Sénégal, enseignant, chercheur à l'université Alioune Diop de Bambey. On s'en tenait avec vous dans l'émission Opinion sur Walfadjri. Merci beaucoup. J'ai été très heureux d'être ici et de discuter avec les Sénégalais et vous-même. Merci. Merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Grand merci à Moumoudou Fall qui a réalisé cette émission. Merci à Oustaz Hassan Diouf pour la coordination. Excellente semaine à vous. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.